Dans l'immobilier, s'il y a bien un enjeu majeur, c'est la rénovation énergétique des logements. Oui, mais quelles sont les obligations quand on est vendeur ou acheteur? Quelles sont les aides? Quelles sont les mesures d'accompagnement? On va vous éclairer avec notre émission Conseil pratique Figaro Immo. C'est parti. Maître Élodie Frémont, bonjour. Bonjour. Porte-parole des notaires du Grand Paris, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Yannick Henouche, bonjour. Bonjour. Président alors de la Chambre des diagnostiqueurs, FNAIM, Fédération nationale de l'immobilier, mais également président d'Exim, spécialiste dans tout ce qui est rénovation énergétique. Rénovation énergétique, c'est le thème en fait de l'émission. On va essayer, vous êtes très complémentaires tous les deux, d'être le plus complet, le plus serviciel possible. Avant de démarrer, j'ai envie de vous demander, est-ce que la rénovation énergétique, c'est le sens de l'histoire ? Je crois que c'est le sens bien avancé de l'histoire. Le moteur est déjà bien engagé. La voiture, là, elle n'est plus au diesel, elle est à l'électrique. Et donc oui, ça fait partie du sens de l'histoire. Et c'est une fatalité, ce n'est pas une contrainte. Mais il faut en convenir et ça fait partie d'un raisonnement sociologique qui est bien avancé. Très bien, Yannick Henouche. C'est une certitude absolue. On est rentré dans une nouvelle époque. On pensait que c'était le Covid qui allait nous faire changer d'air. Le XXe siècle a commencé avec la rénovation énergétique. Et c'est un fil d'histoire qui est totalement irréversible. Et c'est peut-être tant mieux pour la planète. Alors, justement, on va rentrer dans le concret. Côté technique, d'abord, comment se mesure la performance énergétique d'un logement? Le nouveau DPE est entré en vigueur depuis quelques mois. C'est le fameux DPE que l'on voit là en image, avec les fameuses lettres de A jusqu'à G, du plus performant jusqu'à la passoire thermique. Quelle est sa fiabilité et comment ça se mesure aujourd'hui, Yannick Henouche? Alors, le DPE, c'est une tendance. Une tendance de consommation d'énergie. Quand on sait que le bâtiment consomme 40% de l'énergie de notre pays, on s'est dit qu'il est important d'agir sur ce vecteur. Alors, le DPE, c'est une tendance, vous le voyez très facilement sur ce petit schéma. A, on est très performant en termes de consommation d'énergie, en termes d'isolation de l'actif immobilier, et G, on ne l'est pas du tout. Alors il se matérialise de plusieurs façons différentes, avec notamment le volume, le système de chauffage, la qualité des ouvrants, si c'est bien isolé, les fenêtres, etc. Mais aussi l'isolation intrinsèque des matériaux. Et c'est très important pour comprendre que le DPE, ce n'est pas la consommation réelle d'un bien immobilier, c'est juste une tendance dans laquelle on s'inscrit. Et c'est vrai, c'est un peu comme les vieux frigos qu'on avait, où ils consommaient beaucoup d'énergie, mais si on n'ouvrait qu'une seule fois la porte dans la journée, il n'y avait pas de consommation d'énergie. Si on l'ouvre 50 fois, même s'il est très performant, il va consommer beaucoup d'énergie. Là, c'est juste une tendance qui inscrit le sens de l'histoire qu'on évoquait tout à l'heure, où il faut intrinsèquement éradiquer les biens qui sont très énergivores. Alors maintenant, on va quand même évoquer la fiabilité, parce qu'il y a eu des petits démarrages qui n'ont pas été évidents, ça n'a pas été facile. Est-ce que maintenant, on peut dire que c'est fiable? Alors, le moteur de calcul est fiable, le DPE est fiable, c'est la méthodologie qui ne l'est pas tout à fait. Alors pour plusieurs raisons, je commencerai par le premier, je ne vais pas me cacher derrière, parfois le diagnostiqueur, comme dans tous les métiers, fait des erreurs. Donc il y a des erreurs professionnelles, intrinsèques, comme il y a des erreurs chez les médecins, comme il y en a peut-être chez les notaires. Donc il y a des erreurs humaines. Il y a aussi une méthodologie qui a été changée il y a un an et qui est beaucoup plus difficile à appréhender. Pas pour le diagnostiqueur, mais pour le propriétaire. Avant, vous savez, le propriétaire nous disait « allez faire le DPE ». Aujourd'hui, on ne peut pas le faire sans lui. Il faut qu'il nous donne les technicités du bien qu'il a éventuellement modifié. Est-ce qu'il a fait de l'isolation? Est-ce qu'il a changé le système de chaudière? Est-ce qu'il a modifié son actif immobilier? Et surtout, il faut qu'on puisse échanger et qu'il nous donne accès partout. Je vous donne un tout petit exemple. Vous allez faire une maison dans le cadre du DPE. Le propriétaire n'est pas là, vous n'avez pas accès au comble, vous mettez une valeur par défaut et vous dégradez massivement le DPE. Le lendemain, un autre diagnostiqueur vient, il a accès au comble, la lettre va être différente. Donc il faut une implication massive, et j'insiste auprès des professionnels de l'immobilier, des notaires qui sont source de conseils, et auprès de mes confrères, pour vraiment challenger les propriétaires pour qu'ils donnent le maximum d'informations pour être le plus fiable possible. Très bien. Et donc on rappelle, maintenant, ça s'applique évidemment à l'immobilier, la vie quotidienne, ces lettres de A
AG, calendrier très précis qui en résulte, de la loi climat notamment, calendrier fixé depuis le début de l'année 2023. L'interdiction de louer, donc pour les nouveaux baux, les nouveaux locataires, c'est le logement classé G+, qui est le plus énergivore. À partir du 1er janvier 2025, interdiction de louer pour les nouveaux baux, un logement classé G. Et puis à partir de 2028, interdiction de louer pour les nouveaux baux, un logement classé F. Bon, il y a encore 2034, mais enfin on a un petit peu le temps, d'autant que peut-être le calendrier sera revu et corrigé, mais d'un autre côté, il ne faudrait pas casser la dynamique. On sait qu'il y a une grosse dynamique sur la réhabilitation. C'est tenable pour vous ? Avant de savoir si c'est tenable, c'est très important, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est des marchés colossaux pour nos artisans. Bien sûr. C'est le bien-être des locataires. On y pense très peu, mais les locataires qui consomment dans des passoires énergétiques des sommes folles pour essayer de se chauffer ou de vivre décemment, parce qu'il y a des problèmes de ventilation, etc., c'est important pour cette tranche de population. Et enfin, vous l'avez dit vous-même, c'est les nouveaux baux. Donc en réalité, ça fait beaucoup de bruit pour des volumes qui sont assez faibles. La transition de l'ensemble du parc mettra peut-être 30 ans. Alors est-ce qu'il faut décaler? C'est pas à moi de le dire, je ne suis pas homme politique. Moi j'ai un avis, je ne suis pas artisan du bâtiment non plus. Je trouve que c'est bien de se donner des objectifs. S'il faut aménager, j'imagine que le législateur aménagera. Mais en tout cas, nous, on fait notre travail et à côté de ça, on essaye de sensibiliser les professionnels de l'immobilier pour qu'ils disent à leurs clients, notamment les clients bailleurs, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je fais une toute petite parenthèse, j'invite aussi à ceux qui sont propriétaires de la résidence principale de faire attention à la consommation d'énergie. Mais il faut qu'on arrête de dire c'est pas grave, j'aurai d'autres locataires si le locataire n'est pas content. Il faut essayer de travailler dans un triptyque actif immobilier, propriétaire, bailleur et locataire pour faire en sorte qu'on arrive à transformer le logement et d'aller au maximum vers des logements plus décents. Alors, il faut de la transparence, de la confiance. Quels sont les diagnostiqueurs qui sont vraiment qualifiés? Où et comment les trouver? Alors, les diagnostiqueurs sont, je disais tout à l'heure, on a tous des gens dans notre filière qui sont peut-être plus légers que d'autres. Oui, aujourd'hui, sont les bons. Tout à fait. Alors, les bons, déjà ceux qui s'impliquent dans leur métier. Alors, je ne vais pas dire ça parce que je suis président de la Chambre des diagnostiqueurs, mais ceux qui militent pour la profession, pour améliorer la visibilité de la profession et peut-être évoluer aussi notre méthodologie de travail, sont ceux qui s'impliquent également auprès de leurs clients dans leur quotidien. C'est très important de les reconnaître, mais il faut... Comment les reconnaître? Et ça, c'est le travail de... Alors, je ne sais pas si le plateau, vous l'avez fait exprès, mais c'est le travail de collaboration qu'on fait avec nos amis notaires. On demande à nos amis notaires de contrôler le diagnostiqueur. Il y a 3 méthodologies très simples concernant le DPE. 1, d'abord, est-ce que le diagnostiqueur est certifié? RGE. Non, pas certifié forcément. Au titre de son métier. C'est-à-dire on a des certifications qui nous sont imposées pour pratiquer ce métier. Est-ce qu'on est certifié? Est-ce que nos certifications sont valides? Est-ce que nous sommes assurés? Il y a des fois, j'ai déjà vu passer des actes où l'assurance n'était pas au rendez-vous. Et troisièmement, enfin, est-ce que le numéro d'ADEME est bien enregistré au niveau du DPE? Parce qu'il y en a qui peuvent sortir un DPE, mais pas l'enregistrer au niveau de l'ADEME, donc un problème de fiabilité. Et donc c'est très important que le notaire, qui est un officier ministériel, public, qui est un tiers de confiance, fasse ce travail-là pour que nous, professionnels de l'immobilier, on donne un maximum, nous étant notre binôme, un maximum d'informations, de sécurisation aux consommateurs. Donc j'invite, pour répondre à votre question, à que le consommateur nous contrôle et qui demande à son notaire de nous contrôler aussi. Très bien. Alors justement, Maître Élodie Frémont, ce carnet de santé du logement, cette annexe, avant, personne n'y faisait vraiment attention. Aujourd'hui, c'est vraiment très important. La donne a complètement changé, pour vous notamment. Oui. Absolument, absolument. À 2 titres. On va dire avant l'entrée en vigueur de ces dispositions législatives, c'est un document anecdotique pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, vous l'avez très bien dit, c'est que ce diagnostic était essentiellement fondé sur la facturation, donc la production de factures. Et moi, j'avoue que quelquefois, par plaisanterie, je disais si vous avez envie d'un climat tahitien, vous serez noté G. Et puis si vous avez envie d'un climat polaire, vous serez très très bien noté, parce que c'était essentiellement sur la production des éléments factures, point à la ligne. Dans une grande majorité de cas, on avait même des DPE qui étaient vierges, sans renseignement, parce que le vendeur, il n'avait pas envie de faire l'effort. Ça arrivait souvent, c'est absolument. Très souvent. Oui. Et comme ce document n'était sanctionné par rien, puisque c'était qu'une obligation informative,
Mettez-vous à la place du vendeur. Entre m'enquiquiner à produire des factures qui risquent de mal me noter ou ne rien faire, pour 0 sanction, je préfère ne rien faire. Et pour le coup, ça mettait nos amis diagnostiqueurs dans une sale position parce que pour produire un document, il faut quand même que les éléments d'information soient communiqués par votre client, ce qui n'était pas le cas. Aujourd'hui, la donne a changé pour plusieurs raisons. D'abord, moi, je crois en effet que malheureusement, la sanction est souvent l'issue fatale pour qu'on puisse arriver à une entrée en vigueur qui soit vraiment réaliste. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord autour d'une table pour se dire qu'il faut améliorer la consommation énergétique, c'est pas bien. 40% de pollution ou en tout cas d'émissions de gaz à effet de serre sont peut-être dues à notre logement. Faisons tous un effort, tout le monde est d'accord. À partir du moment où on dit oui, mais il va falloir mettre la main au porte-monnaie, là, ça se gâte, ça se complique. Oui, donc c'est toujours entre le sens écologique, on veut y aller, bien sûr, et puis la réalité économique. Et évidemment, on ne peut pas, j'allais dire, contrarier le vendeur et que vous êtes, que nous sommes tous, potentiellement, en disant, mais en fait, on fait un travail purement économique et de trésorerie, en se disant, voilà, je délivre plus d'informations. Le risque, c'est que, comme vous l'avez dit, déjà depuis le mois d'août de l'année dernière, je ne pouvais plus réévaluer mon loyer si j'étais mal noté. Donc, c'est quand même une sanction qui n'est pas négligeable. Et puis là c'est le lendemain, 6 mois plus tard, on peut plus louer. Si je suis très mal notée, si je suis notée G+. Alors on se met autour de la table et puis on dit ok, allons voir notre diagnostiqueur préféré, certifié, qui a bien renseigné l'ADEME sans souci et qui nous donne des recommandations et des préconisations pour améliorer la notation. Et là, le porte-monnaie sort de l'ombre. Et moi, en pratique, je peux vous le dire, j'ai eu des clients 9 mètres carrés en location à Paris, oui. Donc on va dire une studette, en dernier étage d'un immeuble haussmannien, pas très bien isolé, sous les combles, avec évidemment pas de PVC, pas de double vitrage. En plus, on est dans un secteur protégé, pour peu qu'on soit dans le secteur sauvegardé, il y en a plusieurs dans Paris. Ça nécessite des contraintes qui ne sont pas seulement économiques, mais qui sont de vérification administrative. Je pense à l'Architecte des Bâtiments de France. Donc, pratiquement, voilà, pour améliorer ma consommation énergétique et pouvoir louer, il fallait débourser un minimum de 12 000 € de travaux. Quand il a fait son rendement locatif, il n'était pas dedans. Donc, ce propriétaire a préféré vendre en disant au futur propriétaire d'assumer le coût. Sachant qu'il y a une considération pratique qu'on ne peut pas négliger, et là je parle notaire Grand Paris, c'est qu'on n'est pas seul à décider. Quand on vend ou quand on achète un logement en copropriété, donc un petit appartement, un petit studio qui est destiné à la location, force est de constater qu'il va falloir que toute la copropriété en soit d'accord. Parce que dans les préconisations qui sont assez récurrentes, il y a l'isolation du toit, isolation des murs, tout ça sont des parties communes, donc je ne suis pas seule à décider. Même si je voulais assumer seule le coût des travaux, il n'en demeure pas moins que l'ensemble des copropriétaires doivent en être d'accord. Et vous êtes mon voisin, vous allez me dire en assemblée générale, j'ai vu qu'il y avait un budget de 200 000 € pour refaire la toiture, pour améliorer la consommation énergétique de mon voisin du studio. Oui, donc c'est bon. Vous allez dire, j'aime beaucoup mon voisin, mais je ne vais pas y aller. Donc, sur le calendrier, pour répondre à la question de tout à l'heure, d'abord, c'est un document qui devient essentiel. Valeur opposable aussi. Très important. Une sanction nouvelle. Voilà, il n'y a pas que la sanction financière de se dire le coût des travaux et donc le rendement. Il y a également la sanction civile, qui est l'opposabilité. Comme vous l'avez justement dit auparavant, la sanction, il n'y en avait pas. C'était informatif, donc on s'en fiche. Un document informatif, c'est bien pour avoir de l'information, mais ça s'arrête là. Mais comment on peut prouver que le document était faux à la limite? C'est très compliqué, on en revient à la fiabilité. Non mais allez, si on fait un comparatif avec l'époque, on ne peut pas comparer. Pourquoi? Parce que le législateur, je ne sais pas si c'est voulu, mais en même temps, il a changé la loi, c'est-à-dire la rendre extrêmement plus drastique pour le propriétaire pour faire des travaux, donc avec des incitations à louer ou des contraintes de location, mais surtout, il a changé la méthodologie. Donc en fait, tous les anciens DPE, il faut les oublier. Et il faut se concentrer sur la nouvelle méthodologie et le nouveau DPE. Donc qui est effectif depuis quand? Depuis le 1er juillet 2021. 1er juillet 2021. On a connu quelques petits bugs dans le moteur de calcul, mais aujourd'hui il est stabilisé, tout est confirmé, et du coup c'est important qu'on ne se réfère pas à l'ancien DPE. Je reviens, si je peux me permettre, sur la copropriété. C'est le vrai sujet. C'est le vrai sujet, la copropriété. Il y aura peut-être des aménagements. Je ne suis pas le ministre du Logement et c'est lui qui le décidera, mais il y aura peut-être des aménagements, peut-être les tantièmes de copropriété pour faire des travaux seront aménagés aussi pour engager des travaux. Mais une chose qui est sûre, c'est que c'est nécessaire
Alors si vous dites 12 000 € de travaux pour un petit studio à Paris qui est loué 800 € par mois, c'est peut-être rentable quand même. Hein. Je ne suis pas gestionnaire de patrimoine, mais quand même. Mais en effet, c'est un sujet. Et aujourd'hui, le point dur qu'on a par rapport à cette réforme, qui est fondamentale pour le pays, c'est justement la gestion de la copropriété. Et je pense que ce sujet n'a pas été assez bien traité au moment de la loi climat-résilience. Quel est l'impact sur les prix des biens immobiliers? Cette valeur verte, est-ce qu'elle a un impact sur les prix? Alors, elle a un impact. On n'est pas en mesure de bien la quantifier, en tout cas, sur tout ce qui est, encore une fois, logement ancien. Et je pense évidemment dans les grandes agglomérations. Pourquoi? Parce que dans nos moteurs de recherche, et notamment dans les analyses statistiques qui sont validées par l'INSEE, nous n'avons pas le logement neuf ni la réhabilitation lourde, la rénovation lourde. Donc, ça paraît compliqué. En revanche, ce qu'on a pu constater, j'allais dire, statistiquement et ensuite en pratique. Statistiquement, les notations C ont doublé dans le volume de transactions. Donc c'est quand même qu'il y a un impact certain. Et ce qu'en pratique on a pu constater, c'est qu'on distingue l'utilisateur de l'investisseur. L'investisseur, il va se sentir concerné, ça c'est certain. Il va plus, non pas négocier le prix, mais plus étudier la rentabilité locative en fonction du financement qu'il va avoir. Ce qui veut dire que lui, très clairement, l'investisseur, il va budgéter dans son enveloppe de financement, donc je parle du crédit. Or, plus on resserre les capacités de financement du crédit, plus cet investisseur ne sera plus présent sur le marché. Ça, on le voit en recul. Le deuxième pratiquant, on va dire, c'est l'utilisateur. Et alors là, sur la maison, ça, on le constate vraiment de façon très sensible en pratique. Mes confrères qui officient dans le 77 me disent, sur les maisons où on a une notation énergivore, évidemment qu'on négocie le prix en disant au vendeur, attendez, la toiture, il faut que je la refasse. Alors, on négocie le prix. Maintenant, est-ce qu'on fait la toiture dans l'année qui suit? Non. En tout cas, c'est un impact. Absolument. Et il faut l'anticiper. Oui, absolument. Et il y avait, justement, on y reviendra sur la notion de prix, une étude de Paris Région qui indiquait qu'il y aurait 2 300 000 résidences principales énergivores en Île-de-France, 45% du parc francilien, ce qui veut dire que sans travaux de rénovation énergétique, potentiellement près d'un logement francilien sur 2 sera à terme interdit à la location. Ça fait quand même réfléchir. Ça fait réfléchir, mais c'est pas vrai. Parce que d'abord, ils sont. Non, mais c'est pas vrai parce qu'ils sont pas tous alloués. Voilà. Ils sont pas tous alloués. On parle, bien sûr, on parle potentiellement si pour avoir en tête quand même l'importance. Oui, et je rappelle que dans les années 50, il n'y avait aucune salle de bain dans les appartements. Donc on a créé, on a su créer. Oui, mais c'est important. On est dans une transformation, on est dans une phase de rénovation, de changement du logement, de technologie, aussi de chauffage, de ventilation, etc. Donc il faut en prendre conscience. Le début d'un changement de période est toujours un peu anxiogène. C'est ce qu'on vit actuellement. Non, mais c'est une vraie révolution. C'est une vraie révolution. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. À côté de ça, je me permets aussi de rebondir sur le sujet. En effet, le DPE est devenu un axe majeur de la réflexion du propriétaire ou de celui qui va acheter un bien. Avant, on disait c'est l'emplacement. Maintenant, on peut dire c'est l'emplacement et le DPE. Mais pas que pour le propriétaire, pour le locataire aussi. Avant, nous n'étions jamais appelés par les locataires. Aujourd'hui, nous sommes tous les jours appelés par des locataires qui demandent à comprendre ce qu'ils pourraient éventuellement discuter, échanger avec leur propriétaire. Le rapport de force, c'est un peu rééquilibré et c'est tant mieux parce qu'avant, quand vous étiez locataire, vous allez voir votre propriétaire, il vous disait, excusez-moi, je vais être un peu cru, débrouillez-vous, si vous n'êtes pas content, j'en ai 200 qui attendent mon appartement. Aujourd'hui, c'est un peu différent, on discute avec son propriétaire, le propriétaire échange avec vous, et c'est tant mieux pour la cohésion sociale. Et puis, vous l'évoquez à propos de l'argent aussi, il y a le reste à charge. Donc, reste à charge très important, et certaines personnes âgées, chez elles, se disent, bon, après tout, il n'y a pas tellement d'intérêt à faire une rénovation demain matin. On parle peut-être de rénovation globale. Des études menées notamment par Elio, par Hiro, des spécialistes de la rénovation, indiquent que pour passer d'une classe G à une classe D, en moyenne, ce serait entre 40 000 et 60 000 euros. Et tout le monde n'a pas les moyens, en fait, sur une rénovation globale, de se lancer là-dedans. Quelles sont les aides dans le domaine? Non, mais c'est sûr que c'est un coût.
Ouais. Alors 30-60 000 euros, on ne peut pas le dire, parce qu'entre un studio de 9 mètres carrés et une propriété dans les Yvelines, c'est une moyenne, mais qui parfois fait peur. Vous trouvez qu'elle est trop importante? Oui, elle est trop importante. Elle serait de combien? C'est intéressant. Mais dans un 9 mètres carrés, on parlait de 12 000 euros. Ouais, 12 000 euros sur un rendement sur 20 ans, voilà, excusez-moi. En plus, c'est défiscalisable. Le gouvernement a joué le jeu, a doublé le plafond du déficit foncier. Bon, voilà, l'un dans l'autre, à la tranche marginale, ça reste quand même assez intéressant. Bon, le reste à charge. Voilà. Il reste à charge, oui, il reste à charge. Et il reste à charge, mais comme quand vous achetiez un appartement avant et qu'il fallait le rénover. Ça restait à charge aussi. Il fallait changer la chaudière tous les 20 ans, il faut refaire les tapisseries ou les peintures, etc. Votre question était sur les aides. Oui. Alors, en effet, en fonction de votre typologie de revenus, Maître le dira mieux que moi, mais en fonction de votre emplacement géographique, en fonction aussi du bien immobilier, dans certains cas, dans certaines régions, vous avez droit à des aides. C'est important de les solliciter. Il faut aller voir les guichets de l'ADEME ou dans les guichets de vos mairies qui peuvent vous donner des informations pour bénéficier de certaines aides. Parfois, ça va jusqu'à 50, 60, 70% du coût des travaux. C'est très intéressant de faire. Par les collectivités et tout ça, on peut aller jusqu'à 70%. MaPrimeRénov' notamment. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes parce qu'on confond. Généralement, MaPrimeRénov', c'est plutôt pour la personne qui est occupant. Sur les investisseurs, c'est plus léger. Les aides, clairement, il faut quand même le souligner. Mais vous avez le déficit foncier qui permet à la tranche marginale de déduire le coût des travaux, ce qui n'est pas neutre non plus. Quelles sont les bonnes questions à se poser quand on veut alléger sa facture énergétique? En tant que propriétaire? Oui. Déjà, il faut faire un petit check-up. Nous, d'ailleurs, on milite pour que le diagnostiqueur ne soit plus qu'au moment de la réglementation, c'est-à-dire qui nous est imposée, c'est-à-dire au moment de l'acte de vente ou de louer. Mais aussi de venir vous voir, vous êtes propriétaire de votre maison, et vous voyez que votre consommation d'énergie augmente, vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Si vous faites venir un menuisier, il va vous dire qu'il faut changer les fenêtres. Si vous faites venir un chauffagiste, il va vous dire qu'il faut changer la chaudière, un maçon, l'isolation extérieure, etc. Avant de faire des travaux et de vous engager dans des travaux de rénovation, appelez un diagnostiqueur qui vous fait juste un DPE. Ça va coûter 150, 200 euros, juste le DPE. Et vous allez avoir une sorte de check-up de votre maison et on va vous dire mais non, c'est pas du tout les fenêtres qu'il faut changer, c'est l'isolation des toits. Parfois, c'est peut-être même pas le système de chauffage, c'est simplement la ventilation. Une maison mal ventilée, c'est une maison très mal chauffée. On a besoin d'être accompagné. Là, vraiment, il faut être accompagné. Ouais. Et avant de partir bille en tête dans des travaux, faites un check-up, c'est un peu le contrôle technique des voitures ou l'audit patrimonial. L'audit énergétique d'ailleurs est obligatoire pour les logements individuels à partir du 1er avril. Ah, oui. Donc si vous avez une maison notée G, vous n'aurez pas le choix. Si vous voulez la vendre, vous devez passer par l'audit énergétique à partir du 1er avril prochain. Et les idées reçues, c'est souvent de se dire, enfin moi je le vois dans ma clientèle, ah mais si je change les fenêtres, ça va tout améliorer. C'est faux, il faut vraiment regarder dans le détail les recommandations et malheureusement, le changement de fenêtre ne va pas faire changer de catégorie à 100%. C'est pas l'élément essentiel. Encore une fois, très souvent, c'est l'isolation, mur et toiture. Et toiture. Généralement, on parle de monogestes, mais ça suffit pas. En effet, c'est important aussi, c'est une première démarche aussi, l'éco-geste, non? Non. Il faut en faire pas démarrer que par la rénovation globale. Non, pas du tout non plus, mais faire peut-être que les fenêtres, ça n'a peut-être aucun sens si votre maison n'est pas isolée dans les combles. D'ailleurs, je vous le garantis, ça n'a aucun sens. Mais si vous ne changez pas votre ventilation, vous allez chauffer, vous allez chauffer votre plafond, mais pas votre sol. Et donc, du coup, la maison va être mal chauffée et va consommer beaucoup. Donc, il faut un petit check-up. Et puis après, se faire accompagner par un professionnel. Alors on parle du diagnostiqueur, mais il y a aussi plein de plateformes ou de sociétés de conseil qui peuvent vous épauler. On dit qu'il y en a beaucoup trop peut-être, mais bon, au moins... Trop, je ne sais pas. Bon. Trop, je ne sais pas. S'informer, comparer, ne pas se précipiter. En effet. Choisir le bon diagnostiqueur professionnel reconnu et compétent pour réaliser le DPE, donc accompagnement, transparence, confiance, c'est vraiment les 3 mots-clés. Oui, et puis encore une fois, moi je parle au nom de ma profession, le notaire est là pour vous aider. Le notaire est là pour contrôler, comme l'a justement dit mon voisin, la certification du diagnostic qui a été produit. Parce que, comme dans toute profession, il y a du tout et du n'importe quoi. Il y a évidemment exceptionnellement du n'importe quoi, mais c'est au notaire de vérifier. Oui. Et si vous avez des questions, le notaire, c'est un peu le médecin généraliste du droit. Donc s'il n'a pas toutes les réponses, parce qu'il n'est pas diagnostiqueur, il n'est pas certifié diagnostiqueur, en revanche, il est en mesure de vous orienter vers la bonne personne qui saura vous répondre. Et là, c'est le carnet de santé du logement. Alors, on ne peut pas passer à côté du carnet de santé du logement, et notamment, parce que ce qui intéresse le Français, c'est évidemment sur les dépenses qui vont être réalisées à 3 titres.
d'abord sur votre consommation énergétique, et malheureusement elle a augmenté, que ce soit en électricité, en gaz, etc. Donc vous ne pouvez pas faire l'impasse sur cette information qui est quand même déterminante. On l'a dit, si on doit augmenter 20 000 € le coût des travaux, si derrière ça doit vous faire réduire votre facture d'électricité de 10-20% sur 20 ans, vous êtes gagnant. La deuxième raison, c'est qu'il y a un calendrier législatif qui est imposé, donc on ne peut pas faire semblant de ne pas l'avoir vu. Même s'il évolue, bon, il y est, en tout cas, il faut y aller. Il est là. Ouais. Le gouvernement, en tout cas, les dispositions législatives font l'effort de reporter de temps en temps les échéances pour laisser plus de temps, parce que on a eu conscience que pendant la période Covid, il était beaucoup plus compliqué de trouver des matériaux, plus longs, plus coûteux, plus onéreux, plus. Donc ça a expliqué aussi ce ralentissement de la mise en œuvre. Et puis, troisième, la conséquence purement financière pour un investisseur, qui est de se dire, mais demain, vous ne pourrez pas louer. Oui, donc prenez conscience de ça. Vous avez pris un prêt sur 25 ans, avec une rentabilité locative de temps, vous avez donné à votre banquier ce qu'on appelle en garantie le nantissement sur les loyers. Quand il n'y aura plus de loyer, on fait comment? Ouais. Besoin d'artisans, besoin de formation, besoin de disponibilité aussi, c'est important. Oui, alors il nous manque des hommes et des femmes pour faire ce métier-là, mais comme il en manque dans toutes les filières, donc c'est un vrai sujet, la problématique des matériaux également. Ouais. Mais on est au début de cette révolution, et d'ailleurs on ne fait que de parler du DPE, mais le sujet le plus important, c'est le carnet de santé du logement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait dans l'immobilier. Ce qu'on a fait il y a 30 ans dans la voiture. Avant, nous qui avons un certain âge, on voyait des voitures avec les capots ouverts et qui polluaient beaucoup. Aujourd'hui, c'est fini parce qu'il y a le contrôle technique obligatoire avec un carnet d'entretien des voitures. On fait la même chose pour le logement. C'est plus lourd, c'est plus dispendieux, c'est plus compliqué. Mais maintenant, quand vous allez acheter un bien dans 20 ans, vous allez avoir un carnet de santé, vous allez pouvoir regarder que la chaudière a été changée, les fenêtres ont été faites, avec une plus grande transparence qu'aujourd'hui. Je pense que les notaires en sont satisfaits également. Le DPE sera déjà oublié. Le carnet de santé du logement est la chose la plus importante de cette loi. Eh bien, merci à tous les deux pour vos éclairages. Maître Élodie Frémont, merci beaucoup. Merci beaucoup. Yannick Henouche, merci infiniment. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition de Figaro Immo.